Bonjour à tous. Dans cette capsule du MOOC Égyptologie, je vais vous parler du contexte historique du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens dont nous avons fêté le bicentenaire l'an dernier. Car si Champollion s'est intéressé à l'Égypte, c'est aussi parce que lorsqu'il n'était encore qu'enfant, toute l'Europe s'y intéressait aussi. À la fin du XVIIIe siècle, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens n'avance pas trop, malgré les progrès de l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, l'un des précurseurs de la philologie orientale, qui réussit à identifier et à lire les noms des rois contenus dans les cartouches, ces grands ovales dont il comprend qu'ils servent à encadrer les noms des pharaons. L'abbé Barthélemy propose aussi de rapprocher l'égyptien ancien, écrit à l'aide des hiéroglyphes, de la langue copte, écrite à l'aide d'un alphabet dérivé du grec. En fait, à l'époque, les principaux monuments permettant d'étudier les hiéroglyphes sont les obélisques, ramenés par les empereurs romains pour décorer leur capitale. Quelques objets ont aussi été rapportés par des voyageurs, mais pour confirmer les hypothèses de l'abbé Barthélemy et avancer dans le déchiffrement, il faut collecter plus de documentation. L'idéal, et Barthélemy lui-même le sait, serait de trouver une inscription bilingue, c'est-à-dire avec un texte hiéroglyphique, doublé de sa traduction dans une langue et ou une écriture connue, par exemple le grec et son alphabet. On en est là du déchiffrement, quand l'histoire avec un grand H va permettre un bond en avant, malheureusement pour lui, après la mort de Barthélemy. Car en 1798, la France révolutionnaire est gouvernée par 5 directeurs. L'année précédente, elle a forcé l'Autriche à signer la paix dite de Campo Formio. En fait, c'est le général en chef de l'armée d'Italie, un certain Napoléon Bonaparte, qui a négocié cette paix directement, en outrepassant d'ailleurs un peu ses prérogatives. Le directoire se méfie donc de ce jeune général auréolé de ses victoires en Italie, c'est la formule consacrée, dont la popularité est grandissante. Or, la guerre continue alors avec l'Angleterre, toujours hostile à la Révolution française, et le gouvernement français cherche à occuper et à éloigner si possible Bonaparte. L'idée d'une expédition militaire en Égypte, qui avait déjà été envisagée sous l'Ancien Régime, refait surface. À l'époque, l'Empire ottoman est affaibli et l'emplacement stratégique de l'Égypte, qui est situé sur la route des Indes via la mer Rouge, permettrait de s'en prendre aux intérêts anglais en portant le conflit assez loin du continent européen. L'expédition part de Toulon, le 19 mai 1798. Son objectif, l'Égypte, est alors révélé aux 35 000 soldats qui la constituent peu après le départ. S'il s'agit avant tout d'une opération militaire, Bonaparte a aussi en tête l'étude du pays, de sa géographie, de son histoire et de ses coutumes. 200 savants, environ, aux spécialités variées, géologues, botanistes, physiciens, mathématiciens, ingénieurs, etc., l'accompagnent. Parmi ceux-ci se trouvent de grands noms contemporains, tels que le mathématicien Gaspard Monge ou de futures gloires de leur discipline, comme le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Après le débarquement à Alexandrie en juillet 1798, la conquête de l'Égypte est rapide, mais la résistance des Mamelouks s'organise, tandis que l'Angleterre envoie ses navires harceler les Français. Si la bataille des Pyramides, le 21 juillet, voit l'armée française triompher des Mamelouks alors que 40 siècles la contemplent, début août, c'est la flotte française qui est anéantie à Aboukir, bloquant le corps expéditionnaire en Égypte. Malgré la défaite navale d'Aboukir, Bonaparte administre l'Égypte depuis le Caire et tente de la moderniser. Les savants de l'expédition jouent un rôle majeur dans cette entreprise. Certains d'entre eux suivent aussi une partie de l'armée dirigée par le général Dessay, qui poursuit les Mamelouks jusqu'en Haute-Égypte. Cette expédition dans l'expédition découvre peu à peu les vestiges de grands temples thébains, de Karnak et de Luxor par exemple. Au nord, les soldats organisent des excursions sur le plateau de Giza à l'ombre du Sphinx et des pyramides. C'est dans ce contexte qu'un soldat de l'expédition va faire une découverte fortuite, mais d'une importance capitale dans l'histoire du déchiffrement. Ce soldat, c'est Pierre-François-Xavier Bouchard, dont on n'a malheureusement pas identifié de portrait jusqu'à présent. Il est né à Orgelé dans le Jura, est polytechnicien, et il a accompagné Nicolas Conté, l'inventeur des fameux crayons, comme membre de la partie savante de l'expédition. Sur place, il officie d'abord comme géographe, avant d'être nommé lieutenant du génie et de rejoindre la ville de Rosette, ou Rachid, à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Alexandrie. À Rosette, Bonaparte a ordonné la réfection du fort Julien, afin d'anticiper les attaques des Anglais et de leurs alliés. Bouchard est chargé de travaux de fortification et interrompt le chantier lorsqu'il tombe sur une pierre noire de plus de 760 kg, mesurant 1,12 m de haut et large de 75 cm environ, avec 3 textes dans 3 écritures différentes, celle de la partie inférieure étant en alphabet grec et celle de la partie supérieure en hiéroglyphe égyptien.
La partie centrale est inscrite quant à elle en démotique. On est le 15 juillet 1799 et Bouchard vient de trouver la pierre de Rosette. Bouchard semble avoir compris tout de suite l'importance de la pierre et en signale la découverte au général Menou, qui dirige l'armée dans cette partie de l'Égypte. Rapidement, l'Institut d'Égypte, une académie savante créée par les Français à leur arrivée, est informé et s'enthousiasme pour un monument qui permet d'envisager un déchiffrement, puisqu'enfin le texte bilingue, et même trilingue en l'occurrence, a été découvert. Le 23 août 1799, Bonaparte quitte l'Égypte en trompant le blocus anglais, mais en laissant derrière lui ses troupes au bon soin du général Kléber, qui devient donc le nouveau général en chef de l'expédition. À son retour en France, Bonaparte pourra s'emparer du pouvoir à la suite du coup d'État du 18 Brumaire, alors que l'expédition d'Égypte, elle, perdure dans des conditions de moins en moins favorables pour les Français. Kléber meurt assassiné moins d'un an plus tard, le 14 juin 1800. C'est le général Menou qui lui succède à la tête du corps expéditionnaire français en mauvaise posture, et c'est lui qui va avoir finalement la lourde tâche de négocier la capitulation et le départ des troupes françaises avec les Anglais. La pierre de Rosette et de nombreuses autres antiquités font partie des tractations. Mais malgré les tentatives de Menou de garder la pierre du côté français, les Anglais finissent par la saisir. Mais seulement à la condition que les savants français pourront garder toutes leurs notes et tous leurs dessins. Menou capitule le 31 août 1801 et la pierre est transférée dans la foulée à Londres, où elle se trouve toujours aujourd'hui, bien placée parmi tous les chefs-d'œuvre du British Museum. Mais les Français avaient pris soin de réaliser plusieurs copies de la pierre de Rosette dès sa mise au jour. En fait, dès le printemps 1800, le général Charles-François-Joseph Dugas ramène en France plusieurs copies de la pierre, qui est présentée dans le Moniteur et au sujet de laquelle on précise que les inscriptions qui la couvrent seront une de nos découvertes les plus précieuses par les secours qu'elles fourniront pour trouver l'alphabet hiéroglyphique et peut-être celui de l'écriture cursive des anciens Égyptiens. On le verra dans la capsule suivante, la pierre jouera en effet un rôle majeur dans le déchiffrement, comme l'avaient pressenti Bouchard et ses contemporains. Mais en attendant, les travaux de l'expédition vont aussi relancer plus largement l'intérêt de l'Europe pour l'Égypte, ses monuments et ses hiéroglyphes. Car si la campagne d'Égypte se solde par une débâcle sur le plan militaire, elle est souvent présentée de nos jours comme un succès sur le plan scientifique. Les centaines de pages de notes et de dessins ramenés en France par les savants de l'expédition après la capitulation sont mises en ordre à la demande de Bonaparte, devenu entre-temps premier consul. Une commission spéciale est créée pour l'édition de la monumentale, l'expression est devenue proverbiale en égyptologie, description de l'Égypte, qui commence en 1802. Les premiers volumes sont publiés en 1809 et dédiés à l'empereur Napoléon le Grand, mais les derniers sortent en 1829 sous le règne de Charles X, qui a succédé à son frère Louis XVIII. Une seconde édition plus maniable, pour la petite histoire, la première avait quand même eu droit à un meuble spécialement designé pour la ranger. Une seconde édition, donc la Pankouk du nom de l'éditeur, sort entre 1820 et 1830. La description présente l'Égypte sous tous ses aspects, qu'il s'agisse de l'Égypte ancienne ou moderne, et avec de nombreux détails. D'ailleurs, on y retrouve aussi la pierre de Rosette. La description devient un ouvrage de référence incontournable dès sa publication, et le reste d'ailleurs encore aujourd'hui. Tandis que toute une génération de savants, ayant participé à l'aventure égyptienne, entraîne dans son sillage ceux qui sont restés en Europe. Après l'expédition, le début du XIXe siècle va aussi voir la collecte de très nombreuses antiquités en Égypte. Ce sont surtout les consuls de France et d'Angleterre en Égypte, Bernardino Drovetti et Henry Salt, qui envoient leurs agents sur le terrain pour réunir de grandes collections. Ces collections, ils vont les vendre ensuite, dans les années 1820, aux grands musées européens qui sont alors encore très récents et ne possèdent que très peu d'objets d'époque pharaonique. L'une des collections de Drovetti, par exemple, sera à l'origine de la création de ce qui est aujourd'hui le Museo Egizio de Turin, l'une des plus grandes collections d'antiquités égyptiennes du monde. Quant à Henry Salt, le Louvre et le British Museum vont lui acheter de grands ensembles qui sont aussi le cœur de leur collection actuelle. Même si les objets collectés à cette époque ne respectent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les standards actuels de l'archéologie, la discipline n'en est qu'à ses balbutiements à l'époque. L'Europe est tout d'un coup inondée d'antiquités égyptiennes, ce qui permet d'avoir accès facilement à une documentation de plus en plus conséquente et variée, avec notamment de nouvelles inscriptions hiéroglyphiques à étudier. L'engouement pour l'Égypte suscité par l'expédition d'Égypte entraîne donc une émulation parmi les chercheurs de l'époque, au nombre desquels on compte un certain Champollion, qui, grâce à la pierre de Rosette et une foule d'autres documents qu'il étudia patiemment, arrivera finalement à comprendre le système hiéroglyphique. Malheureusement, un rien trop tard pour le pauvre lieutenant Bouchard, qui meurt le 5 août 1822, seulement un peu plus d'un mois avant la publication de la lettre à Monsieur d'Acier, où Champollion présente ses découvertes.